Bon, alors on démarre. Le thème d'aujourd'hui est très bizarre. C'est comment est-ce qu'il est possible de conjoindre une conception de la cosmogonie assez particulière qui est partagée par très peu de professionnels dans le monde et quelque chose qui a à voir avec la structure du sujet, de l'inconscient. Alors, avant que Gérard nous explique un petit peu ce qu'il a attrapé du travail de ce cosmologiste qui s'appelle Jean-Pierre Petit, je vous explique, je dis un peu quelle est ma trajectoire sur ce thème. Eh bien, je suis les travaux de Jean-Pierre Petit depuis de très très nombreuses années. Et en entrant dans le détail de sa conception de l'univers, qui est une conception d'un univers, on va dire, à deux faces, on va dire, en gros, et il en a décrit la topologie, et je me suis aperçu qu'à un tout petit détail près... Le nom modèle Janus. Voilà, modèle Janus, c'est ça, qui regarde dans les deux sens. Et je me suis aperçu qu'à un tout petit détail près, c'était d'une façon extraordinairement compatible avec la conception que Lacan nous donne de la structure du sujet, réel, imaginaire, symbolique. Voilà. Alors, est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est une traduction de la perception que Jean-Pierre Petit a de son cerveau à travers ce qu'il voit comme projection de l'univers? J'en sais rien. Mais il n'est pas le seul à le concevoir comme ça. En tout cas, c'est extrêmement troublant. Et je vous le montrerai, j'avais déjà fait un travail là-dessus à un moment qui est sur Internet, mais c'est extrêmement troublant qu'il suffit de presque rien pour s'apercevoir que les deux structures sont les mêmes. Alors, avant d'entrer dans le détail, quand même, une différence extrêmement notable, c'est que nous, pour la structure de l'inconscient, du sujet de l'inconscient, on n'a besoin que de faire avec des surfaces, notamment des surfaces projectives, des plans projectifs, alors que lui, qui pour l'explicitation se ramène également à des surfaces, néanmoins, lui, il travaille nécessairement sur des espaces projectifs, des espaces de dimension 3 ou 6, parce que l'espace, il est en 3D, il n'est pas en 2D. Mais nous, fort heureusement, on n'a besoin que des surfaces pour expliciter expliciter cette structure du sujet. Mais autrement, voilà. Bon. Donc, je te laisse la parole maintenant. Alors, c'est un travail que j'ai fait à partir des très nombreuses vidéos de Jean-Pierre Petit sur YouTube et de sa bande dessinée Topologicon. Il en a fait d'autres, hein, des bandes dessinées. C'est un travail que j'ai déjà présenté à la Lysimac. Je l'ai présenté en deux parties. Que le titre complet, c'était Histoire chaotique de la cosmologie et topologie du cosmos. Bon, là aujourd'hui, je vais parler que de la topologie du cosmos. Ah, très bien. Donc, l'histoire chaotique, elle a commencé à partir de la relation entre Einstein et Schwarzschild, fin 1915, début 1916, qui a été interrompue par la mort de Schwarzschild, engagé sur le front germano-russe. Je ne reviens pas sur les conséquences de cette affaire qui perdure encore aujourd'hui d'une certaine façon. Bon, pour avoir un aperçu de cette histoire chaotique, la dernière vidéo de Petit cet été, intitulée Janus, présentation du modèle cosmologique.
dans son modèle Janus. Donc c'est l'intitulé du modèle de Petit. Petit rectifie son propos selon lequel la force gravitationnelle, selon la métrique G-, paraîtra répulsive pour un observateur de masse négative, pour dire qu'il ne peut y avoir ni d'observateur ni de vie dans ce monde selon la métrique G-, que la question du temps n'existe plus, le temps historique étant lié à la conscience. Alors, Petit est d'accord. En janvier 1979, Petit copublie un texte sur le retournement de la sphère. Lacan l'invite à discussion rue de Lille à 3 reprises à partir de la mi-mai 1979. Les 3 premières rencontres sur le Cross-Cap, la 3e sur la surface de Boyle. Bon, Lacan ne fera pas mention de Petit dans son séminaire. Voilà, je m'étais demandé s'il y avait pu y avoir un rapport entre ces rencontres avec Petit et la dissolution début 80. Alors, j'en viens à la topologie du modèle Janus. Sakharov, donc qui est né en 21, qui est décédé en 1989, fait l'hypothèse que l'antimatière serait située dans un univers jumeau et suppose que cet univers jumeau serait relié au nôtre par cette singularité initiale, le Big Bang, donnant l'image. Le Big Bang, c'est pas le Big Bang, c'est un Big Bang. C'est un grand orchestre. Donnant encore mieux. L'image dialectique en forme de sablier que je vais vous montrer. Donc, voilà le cosmos en forme de sablier selon Sakharov, ici avec le point du Big Bang et les flèches du temps qui sont orientées différemment dans... Oui, enfin non, pas vraiment différemment puisqu'elles partent toutes les deux de la même singularité. Oui, oui, oui. Bon, ce qui donne l'impression que c'est dans des sens opposés, c'est parce qu'un peu plus tard, il évoque que cette partie-là est repliée. Oui, donc en fait, c'est dans le même sens. Ça part de la singularité vers le futur. Oui. Donc, ici, ces deux univers sont l'un l'image en miroir de l'autre. Et donc, c'est Petit qui va replier le sablier, ce que tu viens de dire, qui obtient 2 nappes en coïncidence, une flèche du temps en opposition. Donc voilà la singularité du Big Bang, là, phi, et les deux univers là, qui se recouvrent l'un l'autre. Donc ça se recouvre comme un donc, gant ou une chaussette en fait. Ouais. Donc il y a une flèche du temps qui part du Big Bang sur un univers, voilà. Et puis sur celui qui est à l'intérieur, la flèche du temps va vers le Big Bang. Parce que c'est avant le Big Bang, cet univers-là. Alors, la surface de Boyle, inventée par un élève de Hilbert, Werner Boyle, est une immersion du plan projectif réel qui ne comporte qu'un point triple d'auto-traversée. C'est assez difficile. Alors, quand même à noter ce qu'on disait avant, c'est que là, vous voyez qu'on a affaire effectivement à des surfaces, mais au niveau de l'esprit, il faut penser que ce sont en fait des volumes. Ouais. On a diminué le nombre de dimensions pour que ce soit visible. Ouais.
ce qui est difficile à suivre, je trouve, dans les vidéos de Petit, même dans... Bonsoir à vous deux, c'est Touria Mignotte. Oui. Oui, je participe, enfin j'avais déjà participé à un certain temps, et puis j'avais regardé les enregistrements de ton séminaire, Jacques. Ouais. Mais là, j'étais intéressée ce soir à écouter Gérard. Oui. Bon. Alors, Werner Boy, il est décédé très tôt, à 35 ans. Il est mort à Villers-le-François en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Alors, pour construire la surface de Boy, Petit part d'un univers fermé sur lui-même sur le plan spatial, soit une sphère, avec un Big Bang figuré au pôle nord de la sphère et un Big Crunch, effondrement terminal, figuré par son pôle sud. C'est un espace-temps à 2 dimensions, où l'équateur représente l'extension maximale de l'espace. L'écoulement du temps est représenté par les méridiens, longitude de cette sphère, et s'effectue du pôle nord au pôle sud. Bon, je vais leur montrer ça sur le dessin. Donc oui. Voilà la sphère, ici le pôle nord, ici le pôle sud, et ici l'équateur, qui correspond donc à l'extension maximale de l'espace. Et là, c'est le temps qui va du pôle nord au pôle sud. Petit ajoute un tube étroit qui rejoint les 2 pôles B et C de la sphère par l'intérieur. Donc voilà le Big Bang au pôle nord, point B, et le Big Crunch, point C, au pôle sud. Et ici, l'extension maximale équatoriale de l'espace, avec 2 nominations diamétralement opposées, A et D. Alors donc, il construit un petit tube à l'intérieur de la sphère qui relie les 2 pôles. Et ensuite, il va rétracter le tube. On voit ici B et C qui vont presque se joindre. Et on va avoir cette configuration de la couronne rouge d'un côté, bleu de l'autre. Et ici, les points A et D, c'est l'extension maximale. Bon, c'est à peu près clair. Alors, donc ce passage tubulaire est réduit au maximum par la mise en coïncidence des 2 pôles de la sphère initiale, ce qui fait disparaître l'instant 0. Le Big Bang que j'ai annoté d'un B n'est plus discernable du Big Crunch. L'extension maximale de l'univers, représentée en jaune par l'équateur de la sphère, est réduite sur ce dessin aux 2 petites zones jaunes A et D, diamétralement opposées à la coïncidence des 2 pôles. Sur la surface de Boy, le passage tubulaire est en fait un pli qui s'appelle une structure orbifold, sans singularité centrale, avec un cercle de gorge où on ne peut plus orienter le temps, ce qui fait disparaître la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang, et donc le temps 0. Dans le modèle Janus, le temps a une extension finie vers le passé et vers le futur, soit un méridien dont le voisinage est une bande meubienne simple. Donc, ça en rouge,
ça correspond au méridien. C'est l'extension finie vers le passé et le futur. Bon, c'est une bande meubienne simple. La surface de Boyle présente aussi des trajets correspondant à l'équateur et aux latitudes ou parallèles de la sphère. Ces trajets ayant un voisinage en meubienne triple. Bon, je vais montrer dans l'autre dessin. Donc là, on voit un méridien. Là, c'est un autre méridien, ici. Ah, je ne les ai pas tous coloriés. Voilà. Là, on a trois méridiens, selon les trucs de la conque, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, ça, c'est les trajets en jaune correspondant à l'équateur ou aux autres parallèles de la sphère. Et donc, ici, c'est une meubienne triple. Il y a 3 demi-torsions. Bon, là, j'en ai représenté qu'une. On verra sur d'autres schémas. Regardons comme ça à l'envers. Donc ça, c'est le point triple, ici. Lorsqu'on remonte ces parallèles dans le passé le long de méridiens, ces parallèles marquant l'espace diminuent jusqu'au passage tubulaire. Donc ça, c'est la parallèle de la sphère en meubienne triple. Et au fur et à mesure qu'elles vont se rapprocher du point triple, on a ça. Donc tout ça, c'est des parallèles. Alors voilà ici, là, donc je peux utiliser pour montrer. Je ne sais pas si on va le voir, mais parce qu'il n'est pas très gros. Ouais. Là, on voit les parties toriques, je dirais. Bon. Donc, les parallèles, elles vont suivre les parties toriques comme ça. Donc, en remontant dans la tubulure, le périmètre du cercle de l'espace, c'est ce que j'avais essayé de montrer sur la dernière, le périmètre de l'espace, il se rétrécit au fur et à mesure qu'il se rapproche de la tubulure qu'il y avait sur la sphère, et ici du point triple de la surface de Boyle. Voilà, ça se rétrécit. Et à ce moment, les neutrons ne peuvent plus caser leur fonction d'onde. Comme ils ne peuvent plus exister, leur masse s'inverse et la flèche du temps fait de même. Les particules ont une durée de vie et finissent toutes par se décomposer en rayonnement. Et le voisinage de l'équateur de la surface de Boyle, qui correspond à l'espace-temps d'une surface sphérique à l'extension maximale, est un monde rempli de rayonnement. Sur la sphère, si on repasse à l'exemple de la sphère, au niveau de l'équateur, là c'est le rayonnement maximal. Donc c'est toujours un petit peu difficile de suivre petit parce qu'il part sur différentes pistes. Il part de la sphère, il part de la surface de Boyle, puis encore d'autres trucs dont je n'ai pas tenu compte ici. J'ai du mal aussi. Le passage de la sphère à la surface de Boyle, j'ai pas bien saisi en fait comment tu passes de l'un à l'autre. Tu vois ce que j'ai. Si, attends, celui-là. Ici, celui-là. Avec le tube. Voilà, c'est ici en dessous. C'est voilà, de là. Voilà. C'est-à-dire que dès l'instant
dès l'instant où tu construis un tube, bon, dès l'instant où tu construis un tube ici, reliant les deux pôles, tu changes complètement la structure en fait. Et tu ramènes les deux points Oui, des pôles. ça j'ai vu, mais après, comment tu passes à la surface de Boyle? Moi je ne raisonne pas tout à fait comme ça, mais c'est-à-dire que je dis, du moment enfin, la construction de ce tube fait en sorte que du coup on a affaire à un plan projectif. Au lieu d'avoir affaire, ici on a affaire à une sphère, bon, alors, attention, ici quand même, ce qu'on voit c'est qu'on ne représente plus ces côtés-là. Parce que si on les représentait, il y aurait un repliement, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, on s'intéresse juste à la partie centrale, de façon à ce que ce soit visible en 3D. D'accord. Mais là, si tu t'amuses à essayer de construire le reste, tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas le construire en 3D. Parce que parce qu'on est dans un plan projectif. Bon, une fois que tu as dit que tu es dans un plan projectif, après tu prends n'importe quelle immersion. Ce qui intéresse Petit, là, c'est l'immersion qui est la surface de Boyle. Mais c'est vrai que je me préoccupe assez peu du choix qui est fait d'immersion. Non, mais ça éclaire un peu quand même. Tu vois, c'est dire, bon, bah, si c'est commode, et encore si tant est que ce soit commode de raisonner avec ça, pourquoi pas, mais tu peux raisonner avec autre chose si ça t'arrange. En tout cas, cause, au niveau mathématique, tu as affaire à un plan projectif. Et en fait, dans ce que dit Petit, c'est un aplatissement, puisque là on est passé en 2D, alors qu'en fait c'est un espace projectif. Voilà, bon. Sur un des hémisphères, il y a une histoire avec des particules, et la vie et la conscience. Et sur l'autre hémisphère, une anti-histoire, où vie et conscience sont absentes. Le concept de temps a-t-il un sens quand il n'y a pas d'observateur pour le vivre? L'histoire, c'est nous qui la créons avec les concepts de présent, de passé et de futur, liés à la conscience de l'observateur qui vit ce temps. C'est nous qui créons la flèche du temps. Pour revenir à la question du temps, avec le résultat de la conjonction des deux pôles de l'espace-temps, qui auront des flèches du temps de sens opposé, Petit prend sur la sphère une bande équatoriale sur laquelle est dessinée la flèche du temps qui va vers le bas. Donc on avait vu sur la première sphère, pôle nord, pôle sud, et les flèches du temps qui vont du nord au sud. Donc là, il prend juste une bande équatoriale avec les flèches du temps organisées comme ça. Pour transformer cette bande équatoriale en revêtement d'une bande meubienne à 3 demi-tours, il lui est nécessaire de s'auto-traverser par immersion. Pour cela, les 3 nappes du revêtement bilatère de la meubienne triple vont se croiser au centre en un point triple T. Alors, ouais, enfin, c'est ce qu'il dit, mais ouais, ça y complique beaucoup, je trouve. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à faire? À quoi on a affaire ici? On a affaire à un cylindre. On est d'accord. À quoi on a affaire ici? On a affaire à un cylindre. Parce que si on regarde bien, il y a 2 faces. Il y en a une qui est un peu noire, enfin brisée, et une qui est blanche. Et vous pouvez suivre, et on voit bien que c'est un cylindre. Simplement, la différence entre ça et ça, c'est simplement qu'il y a 3 demi-torsions ou 4 demi-torsions en plus. Donc en fait, ce qu'il appelle, lui, de faire des autotraversations, je ne sais pas comment on traverse. Auto-traversées. Voilà, c'est simplement pour faire des demi-torsions. Ou des noms qu'on s'en fout à la limite. Et là, il se lance dans des choses très compliquées. Bon, voilà, j'allais essayer de reproduire ces différents dessins. Donc là, on part de celui-ci, là. Je crois qu'on va par là, puis il y a un moment là où ça s'auto-traverse, c'est le nom du cas-là où c'est pas très visible. Non, et puis moi je ne l'affiche pas. Non, puis je vois pas la nécessité, parce que là, ce qui est par contre tout à fait passionnant,
c'est le fait qu'on voit que suivant, parce que c'est ça que je vais développer après, Ouais. c'est que suivant comment on le regarde, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit soit soit un cylindre, soit un anneau de Möbius. Ouais. C'est-à-dire que quand les deux feuillets se collent, n'est-ce pas? Eh bien, on voit qu'à ce moment-là, il n'apparaît plus que la face grisée de partout, donc ça n'a plus qu'une seule face. Ouais. Hein, donc on a collé en fait la deuxième face avec la deuxième face. Ouais. C'est-à-dire, et donc c'est ça qui me paraît le plus intéressant. C'est suivant comment on regarde, c'est soit un anneau de Möbius, soit un cylindre. Ouais. Et là, pour faire les torsions, tu coupes Ouais, mais les torsions ne changent pas la structure. Bien sûr, si tu veux les mener, c'est plus simple à la limite de couper, de recoller que de faire des traversages comme il le fait. En tout état de cause, c'est toujours la même structure. C'est une structure cylindrique, c'est tout. C'est un cylindre. Sur la sphère de Boyle, le recollement de cette bande bilatère donne une Möbienne triple. Voilà. Sur laquelle le temps est devenu inorientable par superposition des flèches qui vont vers le passé avec celles qui vont vers le futur, représentées par des segments qui portent des pointes de flèches à leurs deux extrémités. Chaque orientation va aller dans les deux sens. Voilà. La bande Möbienne triple ainsi obtenue s'inscrit sur la surface de Boyle selon son équateur. Bon, j'avais montré. C'est ce que tu avais montré tout à l'heure. Mais cette espèce d'équateur ne partage rien du tout, à l'inverse de celui de la sphère, qui partageait la sphère en deux disques, alors que la surface de Boyle est un disque recollé sur lui-même. Alors, dans Wikipédia, ils disent que la surface de Boyle peut aussi être vue comme un disque dont on a recollé deux à deux les points diamétralement opposés de son bord. On considère la circonférence du disque qu'on replie sur elle-même de façon à lui faire effectuer un double tour. Les points diamétralement opposés de sa circonférence, alors en contact, on obtient une surface qui doit nécessairement se traverser pour donner une surface de Boyle. Bon, alors là j'ai plutôt fini. La surface de Boyle est donc parcourue à la fois de parallèles en Möbienne triple et de méridiennes en Möbienne simple. Voilà la Möbienne simple. Alors que je ne me gourre pas. Ça c'est pour les méridiens en rouge. Là. Oui, on voit qu'il passe par le pôle. Là j'en ai colorié qu'une, hein, mais oui, bien sûr. il y en a à l'infini, quoi. Et en vert, là, en Möbienne triple, ça, ce sont les parallèles. Ah, ouais. Voilà, là, j'avais essayé d'en amorcer une plus grande que celle-ci. Voilà, ça, c'était pour montrer Les méridiens. les méridiens. Bon, ben voilà, je ne sais pas si vous voulez que je remonte quelque chose de dessin. Non, c'est... Donc, bon, Ah, c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait penser. oui, Ça m'a posé la question, est-ce qu'il y avait un rapport avec le psychisme humain, l'inconscient? Est-ce que ce que lui il appelle la partie anhistorique, où il n'y a pas de temps, parce que pas d'observateur, ouais. ça pourrait être aussi, ça se tire peut-être.
Oui. L'inconscient. Enfin, l'inconscient, il est acéphale aussi. C'est pas un observateur, l'inconscient. Oui, moi ce qui me... Quelqu'un voulait poser une question. Oui, il y avait une question. Non, non, je voulais juste, comme c'est la première fois que je vois ça, je vais peut-être poser une question naïve. Ce point central là du dernier dessin, est-ce qu'il correspond à l'aplatissement des deux pôles? Oui, oui. Oui, oui. D'accord, d'accord. Des deux pôles, donc, si tu veux bien répéter, du pôle nord et du pôle sud, est-ce que c'est là qu'il y a la question de l'effondrement et du... Le pôle nord, c'est le Big Bang, c'est l'explosion. Voilà. Hein, et le Big Crunch au pôle sud, c'est le... Voilà, comme là, c'est l'effondrement. Une illustration. Voilà. On a eu en direct l'effondrement. Voilà, c'est très réussi. Bon, on peut les ranger, n'est-ce pas? Bon, alors, donc, oui, je vais poursuivre parce que, bon, j'avais suivi un petit peu cet enseignement de Jean-Pierre Petit, un peu comme Gérard vient de nous le décrire. Et alors, je vais essayer de raconter ma stupéfaction dans la connexion que j'ai trouvée avec ce que Lacan nous a enseigné. Alors, par quel bout le prendre? C'est ça qui est compliqué. Alors, je vais partir de... Bon, au final, on va arriver, je vous dis la fin du film, au final, on va arriver exactement à ce que nous a montré Gérard. Tiens, passe-moi le jaune. Ce que nous a montré Gérard, là, on va finalement arriver à cette structure-là, mais ça, c'est la fin du film. Donc, on va le prendre dans l'autre sens. Alors, je vais repartir plutôt de ce que Lacan nous a enseigné et de voir quelle serait la légère modification à faire pour arriver exactement à cette structure-là. Et avec beaucoup d'avantages au niveau de la clinique. Bon, alors, donc pour cela, on va partir du schéma R. Alors, le schéma R figure la connexion entre réel, symbolique et imaginaire. Comment se fait cette connexion? Elle se fait en raboutant cette arête avec celle-ci en l'inversant. C'est-à-dire qu'on fabrique ici un anneau de Möbius. Ouais. Le grand I se connecte sur le petit I, le grand M sur le petit M. D'accord? Ça fait un anneau de Möbius. Et on prolonge sur les autres éléments du carré, ce qui fait apparaître ici une surface qui va avoir un côté symbolique et un côté imaginaire. Et c'est cette surface à laquelle Lacan donne le nom d'objet petit a. D'objet petit a. Alors comment ça se construit autour du schéma R? Eh bien, Lacan, bon, je ne vais pas tout redévelopper, mais vous posez, si ce n'est pas clair, posez des questions. Il part de la lettre 52, Aflis, en essayant de reconstruire le cheminement entre perception signe, inconscient, préconscient, conscient. D'accord? Ceci s'applique il applique ce système de vecteurs, il l'applique sur le schéma R.
ou le schéma F ici, avec, sur le schéma F, la différence avec le schéma R, c'est qu'ici, il a mis le sens des vecteurs, et avec la particularité que ici, il semble que ce soit impossible à parcourir, parce que les deux vecteurs ont la flèche qui vont l'une vers l'autre. Alors, comment ce problème est résolu? Donc là, on voit à quoi on a affaire à ce moment-là. Là, je suis toujours sur la perspective purement lacanienne. À quoi on a affaire ici? On a affaire à une pastille qui a une face symbolique et une face imaginaire, qui est cousue sur un anneau de Möbius. Et cette couture fait que l'ensemble a une structure de surface de Boyle, de plan projectif. Voilà. Donc ça, c'est raconté très rapidement. Hein. Vous le trouverez, vous poserez des questions. Donc, alors, le voici ici représenté autrement. Hein, c'est-à-dire que ici, on voit apparaître la surface S et I, avec surface S d'un côté, surface I de l'autre, n'est-ce pas? Et ce qui est en vert ici, qui est donc un anneau de Möbius, il est représenté complété ici. Donc, il complète cette surface. C'est-à-dire que si je le représente autrement, si je le représente par exemple sur un cross-cap, il y a une façon assez parlante, tiens, passe-moi ce truc, une façon assez parlante de le représenter sur le cross-cap, c'est de dire que on a un cross-cap qui se présenterait, puisque vous avez l'habitude de cette forme, voilà. Sur ce cross-cap, il serait entièrement en structure réelle, n'est-ce pas, sauf une pastille. Donc on va mettre la pastille ici. Et là, on la voit du côté symbolique. Et si on regarde de l'autre côté, on la verra du côté imaginaire. Ça, c'est une autre façon de présenter RSI. Enfin, pas de l'autre côté, à l'intérieur de... Ouais, parce que l'autre côté, on pourrait penser... Oui, mais à l'autre côté de la surface. Voilà. Ouais. Puisqu'il y a un recouvrement. Et donc, sur l'autre côté de la surface, ça se présente en bleu. Et là, ça se présente en rouge. Et tout le reste figure le réel. Donc, comme c'est pas manipulable en 3D, eh bien, c'est représenté de cette façon-là. Vous voyez, on retrouve ça comme ça. Vous voyez, c'est la même chose. Ouais. Hein, il y a la pastille là. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut ajouter pour se raccorder à la lettre 52, eh bien, c'est le parcours qui se fait entre perception et conscience. Alors, face à un objet de la réalité, en grand thème, parce que ça, les lettres correspondent. Hein. Un objet de la réalité partant de grand thème arrive ici en I, n'est-ce pas? Grand thème, il vient en I. Hein. Ici, il y a la flèche, ici, elle est marquée là. Et qu'est-ce qui se passe pour résoudre ce problème bizarre des deux flèches? Eh bien, il se résout simplement en disant, finalement, comment est-ce que se fait la reconnaissance? C'est-à-dire que je suis sûr que Gérard, tu n'avais jamais vu ce verre-là, mais néanmoins, tu sais que c'est un verre, parce qu'il y a un matching avec ton expérience précédente des verres. Tu as déjà vu des verres auparavant, et donc il y a un matching qui se fait entre le réservoir de tes perceptions antérieures, de nos perceptions antérieures, avec le nouvel objet qu'on vient d'explorer, dont on vient de recevoir la sensation visuelle, par exemple. Donc, ceci explique que ici, il y a donc entre perception et perception signe
là, effectivement, c'est logique que les flèches soient dans ce sens-là, parce que ça vient de... C'est notre expérience du réservoir d'expérience antérieure qui est situé au grand autre, n'est-ce pas, qui vient faire une... Donc, ça, c'est les perceptions signes. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le réservoir d'expérience. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la perception actuelle. Exact. Voilà, exactement ça. Et il y a matching ou pas matching. Hein. Si je te montre un objet que tu n'as jamais vu de ta vie, tu vas dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et actuellement ça va t'évoquer rien du tout, soit quelque chose d'autre. Hein. Parce que tu n'as pas eu cette expérience auparavant. Ouais. Donc à partir de là se fait un certain parcours que Lacan nous décrit. Le parcours, on est sur le symbolique, c'est-à-dire on est du côté de l'inconscient. Eh bien, il y a un parcours qui se fait et un certain parcours du réel du sujet. Ce parcours du réel du sujet nous fait parcourir le R et nous fait arriver, après ce parcours, nous fait arriver de l'autre côté. Ici, on est toujours dans l'inconscient et c'est là où on sort dans l'inconscient et cette rencontre qui se fait avec le sujet de l'inconscient, eh bien, fait apparaître ce que Freud appelle le préconscient. Hein. Oui. Le préconscient, qui est ici, jusqu'en petit i, et là on est dans le domaine imaginaire, bien sûr. Hein, les images commencent à arriver. Et ceci arrive à la conscience en petit m. Et la particularité, c'est que ce point petit m, il est exactement en regard du grand m. Oui. Hein? Donc, sur la surface imaginaire, Oui. en fait, là, il y a un croisement. C'est pas un croisement, vraiment, là. Hein, c'est plutôt une superposition. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Il y a ce parcours réel qui est nécessaire parce que ça évoque effectivement le traumatisme, etc., tout ce qu'on veut de reconnaissance du réel en tant que trauma, qui est nécessaire pour parcourir complètement pour faire complètement ce parcours avec effectivement le sujet de l'inconscient, préconscient, conscient. Voilà. Donc ça, c'est ce que Lacan nous enseigne. Voilà. Alors, les nécessités qui sont associées, les nécessités, c'est que effectivement, le réel a une structure meubienne. Hein? Bon. Mais, essayons d'envisager les conséquences que ça aurait si... Jacques. Oui, il y a quelqu'un qui pose. Non, excuse-moi, tu dis le réel a une structure meubienne. Est-ce que le réel a une structure meubienne d'emblée ou est-ce que cette structure meubienne du réel est un aboutissement justement de ce qui fait rejoindre, mettons, grand M à petit m ou à, je ne sais pas comment, suivant le dessin que tu as fait là, c'est-à-dire que ce réel ne se donne pas comme structure meubienne d'emblée, non? Je dirais qu'il là, je pense qu'on peut dire 2-3 mots sur la genèse du sujet parlant. Il y a la rencontre avec le traumatisme. Effectivement, on verra tout à l'heure les échecs au niveau... Quelle heure il est? Oui, on verra les échecs au niveau de la psychose, où justement il y a un défaut dans la construction du réel. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, on parle finalement de la construction diachronique du réel. Le réel, il se fait par cette succession de traumas. Il suffit d'entendre l'intensité du vagissement d'un bébé ou d'un petit enfant à qui on ne donne pas ce qu'il demande. Si c'était un adulte qui hurlait comme ça, eh ben ça voudrait dire qu'on est en train de lui couper un bras sans l'endormir, quoi.
Oui, ben voilà. Donc, justement, il y a donc bien une structure meubienne qui se construit de telle manière que, justement, à ce cri ou à cette confrontation, euh, il est introduit dans quelque chose qui va lui permettre précisément de bénéficier de cette structure meubienne pour s'articuler lui-même symboliquement et imaginairement au Oui. réel. Voilà. Mais moi, ce que j'interroge tout le temps, c'est, par exemple, puisque tu parles d'un petit bébé et du cri, comment est-ce que l'état mental de cette mère au début de la vie est-elle impliquée dans la construction de cette structure meubienne? Oui, oui. Bah oui, ou pour le dire autrement, comment se fait-il que l'enfant ne devienne pas psychotique? Et oui, sans cette aptitude, oui ou non, suivant justement son état psychique à elle, et suivant son histoire et suivant plein de choses, comment dire, suivant cette aptitude à justement imprimer cette structure meubienne au réel, Oui. elle lui permet de ne pas être psychotique, ou au contraire, elle le précipite dedans. Oui, moi je dirais que c'est essentiellement lié à la reconnaissance par la mère de son impuissance à éviter cela. Son impuissance à éviter le trauma du réel. Toutes celles qui justement vont développer une énergie colossale pour laisser croire à l'enfant que le réel peut être évité, et ben, à force d'essayer d'éviter le réel, c'est comme ça qu'on devient psychotique. Hein. Oui, en même temps, il faut bien. Bon, bref, voilà. Non, mais ça fait rien. Je vais te laisser continuer. On poursuivra peut-être. Bon, alors, ce que Gérard nous a montré, que on pouvait, puisque c'est l'exemple qu'il a pris, on peut fabriquer un anneau de Möbius à partir d'un cylindre. C'est ce que tu as montré. Un cylindre avec 4 demi-torsions. Hein, alors, il y en a un ici, hein, il y en a un autre là. Alors celui-là, bon, j'ai pas envie de le démonter parce que je mets chaque fois un quart d'heure à le remonter. Mais enfin, vous voyez, il y a des trombones qui font que ici, vous voyez, à l'extérieur tout est vert et à l'intérieur tout est rouge. Je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais toujours est-il que on a effectivement, vu de loin, on a affaire à un anneau de Möbius, et vu de près, hein, par la... En fait, si on effectue une refente, si je fais une refente dans cet anneau de Möbius, eh bien, j'ai affaire à un cylindre. Hein, puisque à ce moment-là, il y a une face rouge et une face verte. D'accord? Donc, alors... C'est ce qu'on pourrait appeler aussi le revêtement de l'anneau de Möbius. Le revêtement, pourquoi le revêtement? Parce qu'il a deux faces, le revêtement. C'est Petit qui parle du revêtement à un moment donné. Est-ce que c'était... oui, pourquoi pas, on peut appeler ça comme ça. Et alors là, donc là, j'ai fait un cylindre là à 4 demi-torsions. Je l'ai refait ici. Et ici, donc voilà, je l'ai figuré. Alors c'est là où on se fait des opérations tout à fait intéressantes, celles que tu as décrites. C'est que, et c'est ça qui est compliqué, quand on manipule ce machin et qu'on essaie de le refabriquer, il faut nécessairement mettre tous les points antipodaux en contact. Et c'est ça qui est compliqué. Michel Roussan m'a bluffé, il fait ça en 3 secondes et demie, moi il me faut un quart d'heure. Il le fait très très bien, moi j'ai beaucoup de mal à le faire. Et donc on arrive à cette structure-là, hein, où effectivement chaque point en contact de cette refente, eh bien ce sont tous les points antipodaux.
Ok. Premier point. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, si on dit, voilà, après tout, on peut dire que ça, c'est la structure du réel. Parce que ça veut dire quoi? Si on le regarde de loin, on a exactement l'aspect meubien que décrit Lacan. Et si on le regarde de près, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la refente, eh bien, on a affaire à un cylindre dont chaque point antipodal est en face de son antipode. C'est ce que tu avais de dessin que tu montrais, hein, où on avait rejoint le pôle nord et le pôle sud. Ce sont des connexions antipodales. Et c'est ça qui est fondamentalement nécessaire et éventuellement compliqué à faire pratiquement. Mais c'est faisable, vous pouvez vous amuser à le faire. Hein. Vous pouvez tous fabriquer un truc comme ça, vous partez. Alors, comment fait Michel? Il fait le contraire. Il part, lui, au contraire, d'une... il fait le contraire. Il part d'un anneau de Möbius qui coupe, et puis ensuite il le raboute. Enfin, voilà. Moi, ce que j'ai fait qui était plus compliqué, c'est que je suis parti d'un cylindre avec 4 demi-torsions et je le plie comme ça. C'est très compliqué. C'est compliqué, ça se fait. Hein. Voilà. Alors, donc maintenant, on a affaire à une structure qui est une surface assez bizarre, à savoir que c'est une surface vue de loin qui ressemble à un plan projectif, mais vue de près qui est une surface à deux faces, qui a néanmoin elle est à deux faces, mais il y a quand même des points d'autotraverse. Elle n'existe qu'en dimension 4 hein, quand même. Hein. Bah, le plan projectif, il a deux faces aussi. Non. Tu as une face extérieure puis une face intérieure. Non, qui sont en connexion. Ah non, elles sont en connexion. Ah ben si elles sont en connexion, donc c'est qu'une seule face. Oui, mais enfin... Localement, il y a voilà, deux faces. Voilà, de la même façon que quand tu S1 sur S2, voilà, la différence signifiant-signifié, la barre signifiant-signifié, elle a aussi cette structure. Localement, elle est impénétrable, mais si tu laisses le temps s'écouler, eh bien, ce qui était en S2 sous forme de signifié devient insignifiant. Pareil. Donc il y a la notion de temporalité, de localité. Localement, il y a deux faces, et globalement, il n'y en a qu'une. Tandis que là, globalement et localement, il y a deux faces. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est un cylindre ou c'est un plan, c'est un plan, mais qui ne peut se concevoir que dans un espace de dimension 4, mais c'est un plan. Bon. Alors, c'est là où on avance. Alors, quelles sont les conséquences au niveau de la névrose? Donc maintenant, on va s'intéresser au devenir et aux transformations de cet objet θ. Lacan nous dit que l'objet θ, c'est une surface. C'est une pastille qui a une face symbolique, une face imaginaire. Mais à un endroit, il dit qu'on peut aussi concevoir qu'il y en aurait deux. Mais il ne développe pas, mais il le dit à un moment. Qu'il y aurait deux quoi? Mais qu'il y aurait deux feuillets superposés. Il l'évoque à un endroit. Je ne sais plus où, mais il l'évoque. Mais il ne développe pas. Ça ferait quatre faces alors. Un disque, il a deux faces. Oui, mais non, mais alors là, à ce moment, on ne s'intéresse plus aux faces, mais à la structure. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un feuillet qui est un feuillet symbolique, avec deux faces symboliques. C'est plus les faces, comme on va dire. C'est la matière, c'est la consistance. Voilà, je vais le dire comme ça. Dans cette conception lacanienne, l'objet θ est une pastille qui a deux faces, une face symbolique, une face imaginaire. Dans cette approche dérivée de celle de Jean-Pierre Petit, l'objet θ
a deux consistances. Une consistance imaginaire et une consistance symbolique. Ces consistances étant la matière. Il y a un disque en caoutchouc et un disque en acier. D'accord? Alors, dans ce cas-là, ça représente... Et le réel de l'objet petit a, il est où? Hein? Le réel de l'objet petit a. Ah ben le réel, c'est le cylindre. C'est le cylindre. C'est la même chose que ça. Alors attends, avant de vous montrer ça, on va dire que par rapport à ça, la différence, c'est de dire ça, c'est vu de loin. Si on regarde de près, eh bien, le réel, c'est cylindrique et non pas meudien. L'imaginaire, c'est une pastille imaginaire. Et le symbolique, c'est une pastille symbolique. Mais ils sont suffisamment près, si on peut dire l'un de l'autre, qui fait qu'il faut être dans la recherche de la refente pour voir qu'il y en a deux. Tant qu'on le regarde de loin, il n'y en a qu'un. Excuse-moi, je peux poser une question? Oh oui. C'est une question qui s'adresse aussi bien à toi qu'à Gérard. Est-ce que l'objet petit a n'aurait pas à faire avec cette contraction entre les deux pôles, le pôle de l'effondrement et le pôle de l'expansion maximale, enfin du Big Bang en quelque sorte? C'est-à-dire, est-ce que l'objet petit a ne serait pas dans cette dynamique de, comment dire, je ne sais pas s'il faut dire de superposition ou de relation meubienne entre ces deux pôles, je ne sais pas. Voilà, c'est ma question, elle est peut-être naïve, mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben moi, ce que ça me dit, c'est ce qu'a évoqué Gérard tout à l'heure, à savoir que dans le schéma où il y avait la sphère, il y avait en fait, on peut dire qu'il y a un hémisphère nord et un hémisphère sud, et que chacun de ces hémisphères pourrait correspondre en fait à la constitution de cet objet petit a, avec la possibilité, ça on le verra tout à l'heure à propos de la psychose, qui est ce tube qui passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est une façon de dire. Alors, où j'en étais? Oui, alors donc je disais, et ça c'est le point le plus important, est-ce qu'on regarde ça de près ou de loin? Vu de loin, on a bien cet aspect-là, mais vu de près, avec cette notion de refente, eh bien, on a affaire à deux pastilles. Alors, comment ça se présente? Du coup, quelles sont les conséquences au niveau clinique? Parce que s'il n'y a pas de conséquences au niveau clinique, ça ne sert à rien. Hein. Donc, pour ce qui en est de la névrose, une névrose ordinaire, hein, une névrose de tout un chacun. Alors, donc, dans ce que je décrivais, là, on a un regard sur la refente. Hein. Et comment, sur ce regard sur la refente, est-ce qu'on arrive à replacer tous les éléments ou pas, tous les éléments de la lettre 52? Eh bien, en fait, c'est tout à fait faisable. Regardez, vous voyez, finalement, c'est le même dessin, sauf qu'il y en a un qui est en grand et l'autre qui n'est pas en grand. Merci. Bon, je vais le tenir à la main. Vous voyez, là, donc on peut parcourir le même chemin, mais vous allez voir, les conséquences sont assez marrantes au niveau graphique et au niveau de la structure du sujet. Donc on a en grand thème un objet de la réalité qui va parcourir un certain chemin et qui va éventuellement être en rapport avec une perception antérieure. Cette perception antérieure, je la mets ici. C'est-à-dire peut-être à un point où il y a finalement la concentration de l'expérience du sujet. C'est-à-dire
les expériences passées, les sensations passées, l'environnement complet de finalement ce qui est notre émotion antérieure face à la rencontre d'un objet de désir. Donc, ici, il y a venant de grand A, eh bien, il y a bien la rencontre entre perception et perception signe. Et à ce moment-là, il y a ce parcours de l'inconscient sur le réel, mais sur un réel cylindrique. Le réel étant cylindrique, vient parcourir ici pour arriver, comme dans l'autre cas, avec finalement, regardez, c'est amusant parce que quand même, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on va s'apercevoir que finalement, l'expérience passée de cet objet de désir, c'est quand même là où il y a la plus grande proximité avec le sujet, finalement le sujet de l'inconscient. Et c'est ce qu'on voit ici. Et donc avec préconscient, et on arrive à nouveau sur l'objet de la conscience qui fait un écho avec l'objet de la réalité. Du coup, alors, bon, on peut y voir, alors ça fait qu'à ce moment-là, si on veut s'amuser, là ça aussi c'est un dessin de Jean-Pierre Petit, hein. C'est assez amusant parce que finalement ça fait un univers avec des excroissances qui sont en rapport, qui mettent en rapport symbolique et imaginaire. Bon, après il y a plusieurs autres conséquences que j'ai plus en tête, mais qui sont, oui, la traversée du fantasme, enfin il y a beaucoup d'éléments que moi j'aime bien au niveau clinique mettre sur ce petit schéma qui est là en bas, quoi. Des choses qui, de rencontres, oui, là le coiffeur, il m'a bien coiffé les cheveux, c'est super. Et puis après, ça marche intense, et puis le lendemain c'est plus bon, quoi. Ça me fait penser à Dolto quand un gamin lui demandait un bonbon. Elle commençait par demander, mais alors un bonbon à quoi, de quelle couleur, avec le papier comment. Elle posait tellement de questions que finalement ça épuisait le désir, quoi. Voilà. Alors, si ça vous va, on va dire un petit mot du parcours au niveau de la psychose. Parce que, quand même, cette question extrêmement bizarre, que se passe-t-il lorsque j'ai l'impression, là je me promenais dans la rue et puis quelqu'un m'a traité de salopard. Bon, c'est bizarre quand même. Comment être sûr de ça? Et justement, cette certitude, elle a à voir avec la psychose, hein. Alors, donc, comment je représenterais ce qu'il en est dans la psychose avec la même histoire, hein. Alors, je suis parti là du schéma I. Alors, dans le schéma I de Lacan, il indique deux zones, une zone dans l'imaginaire, une zone dans le symbolique, avec des flèches. Alors moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je pense à ce type de structure, je me disais, ces flèches indiquent quelque chose qui est en train de s'agrandir. Mais c'est pas sûr. Il y a une autre explication qui est peut-être beaucoup plus pertinente et intéressante, c'est d'indiquer que en fait, là, ce seraient des trous, et qu'en fait, le parcours des vecteurs, disons, il ne peut se faire que le long de la peau. C'est-à-dire que si on considère qu'on a affaire à ce que tu montrais toi tout à l'heure, à savoir qu'il y a une structure comme ça, c'est-à-dire avec un court-circuit, eh bien, le parcours ne peut se faire que le long de la peau. Pourquoi tu dis la peau? Regarde, justement, c'est des préoccupations qui existent au niveau
au niveau des trous noirs. Les trous noirs, on considère que, ou bien au centre du trou noir, il y a toute la matière qui est accumulée, ou on considère qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien au milieu, mais que par contre, il se passe quelque chose le long de la peau du trou noir. Ah, c'est ça que tu appelles la peau. Hein? C'est-à-dire ici, tu vois qu'ici, il y a la peau du S, la peau du I et la peau la peau du tuyau. Ce que tu l'as dessiné. Ça, c'est plus les représentations de petits, ça. Oui, exactement. Exactement. Bah, c'est un petit dessin de petit, ça. Hein. Revu et corrigé, bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce que... Donc, alors voilà. Donc, éventuellement, vous voyez qu'on peut considérer que... alors là encore, c'est pareil. Est-ce que S et I, vu de loin, ça correspond à une seule structure ou à deux? Et d'ailleurs, c'est ce qui est... Parce qu'il s'agit là de forclusion du nom du père. Et la forclusion du nom du père, on peut la représenter comme ça. Hein, là, si je veux représenter ce qu'il en est de là, eh bien je retrouve exactement cette structure-là, avec ici le grand P0 et ici le grand Phi0. Hein? Oui. D'accord? Alors, sauf que, effectivement, comment se fait le passage d'un bord à l'autre? Eh bien, si on considère comme de cette façon-là, c'est facile, mais si on considère qu'avec... Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Comment tu passes là? Topologiquement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas franchir le bord. Oui. Mais là, dans l'exemple que tu donnais là, dans la rue... oui, alors voilà. On traite de salopard. On traite de salopard, par exemple, oui. Quel est le rapport entre la... Parce qu'on traite de salopard, ça c'est plutôt une perception signe, ça. Alors, justement, alors que dans la réalité, il n'y a pas eu cette perception-là. Voilà, alors attends. Alors justement, c'est là où c'est amusant, c'est de dire comment se fait le parcours de la lettre 56 ou 52 dans ce cas-là. On peut imaginer, on peut se raconter en tout cas, que là, ça figure un élément de la structure du sujet où il y a forclusion du nom du père. C'est ça qui est en question. Hein. Forclusion du nom du père, ça voudrait dire quoi? Dans cette approche-là, ça veut dire qu'il y a un tunnel, il y a un trou, il y a un manque, mais que du coup, il y a un tunnel de peau, enfin, il y a une peau qui rejoint symbolique et imaginaire. Et quelles sont les conséquences à ce moment-là au niveau de... Quelles en sont les conséquences au niveau du psychisme du sujet? Eh bien, regardez, c'est marrant, parce qu'on le reconstruit pareil. Perception, M. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose, des gens qui parlaient. Et alors, ça vient matcher avec quoi? Ça vient matcher avec quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire de mon expérience passée, mais sans que je puisse identifier qu'il s'agit de mon expérience passée, je la présentifie. Mais regardez ce qui se passe dans ce cas-là. Eh bien, vous avez un court-circuit du réel. On ne passe pas dans le réel. S'il y a ce tube, eh bien, on ne passe pas dans le réel. Parce que dans l'autre cas, vous voyez qu'il faut faire tout ce parcours du réel, du trauma, de l'incorporation, c'est le cas de le dire, du trauma par le sujet, qui permet de faire une nouvelle expérience. Mais là, dans ce cas-là, si on tombe exactement sur le signifiant manquant,
eh bien, il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction qui fait que, en fait, au niveau du petit M, qu'est-ce qu'il va percevoir? Lui ne sait pas qu'il n'a pas parcouru le réel, mais il a entendu par le passé salope ou salopard ou je ne sais quel terme, ou PD, enfin tu vois, des signifiants qui ont un pouvoir très puissant sur lui. Il les a entendus, mais ils sont ici. Mais il ne se rend pas compte qu'il n'y a pas eu de parcours du réel. Donc cette dimension imaginaire devient le réel. Ce qui est forclos du symbolique réapparaît dans le réel, sous forme imaginaire. Moi, je vois, j'ai effectivement une analysante qui, maintenant, qui avait ses perceptions tout le temps dans la rue, qui maintenant a énormément évolué au point de dire « Ah, j'ai l'impression qu'on m'a dit ça. J'ai l'impression. » Ouais. Donc, c'est plus du tout du même domaine. Mais quand elle dit ça, qu'elle a l'impression, au lieu de « je l'ai entendu Oui. », est-ce qu'elle n'en vient pas à cela du fait de son rapport à l'analyste, à toi, sans, je veux dire, sans autre Je suis peut-être pour quelque chose, mais c'est le fait d'avoir peut-être été confronté, je sais pas comment répondre à ce que tu dis là, finalement. Parce que, non mais il y a le fait qu'elle s'adresse à toi en disant j'ai eu l'impression d'avoir entendu ça. Oui, tu vois. oui. Si elle avait aucun interlocuteur, même intérieur, il n'y a pas de raison à ce que cette phrase-là cette construction-là puisse advenir. Si, parce qu'elle me raconte ce qui lui est arrivé la veille. Et pendant très longtemps, mais elle te le raconte. Je veux dire, bon, ça lui est arrivé la veille. Mais la veille, elle sait que le lendemain, elle te voit, qu'elle va pouvoir te parler. Tu vois. Oui, il y a une adresse. C'est vrai, mais c'est un énorme progrès par rapport à ce qu'elle disait auparavant. Puisqu'avant, elle était persuadée qu'on l'avait encore traité de ça. Oui, non, mais je m'interrogeais sur le changement entre les deux. Enfin, qu'est-ce qui fait que dans un deuxième temps, elle peut dire « j'ai l'impression ». Il me semble que c'est en rapport avec le fait qu'elle s'adresse à un autre, tu vois. Oui, parce que excuse-moi, je termine ça. Oui. Dans le premier temps, on m'a traité de salope. C'est l'autre qui la traite de salope, tu vois. Oui. Alors qu'avec le dispositif analytique ou autre chose approchant, il y a un autre où l'autre a une autre position. Enfin, il n'est pas seulement persécuteur, voilà, c'est ça. Partout autour de moi. Oui. Non, il y a c'est comme une reconnaissance du trauma quand même, je trouve. Il y a quelque chose qui est une reconnaissance, effectivement. C'est dans le travail de parole qu'elle fait, hein. Ça c'est sûr. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire ? Oui, deux choses. En poursuivant votre échange là, moi je suis d'accord avec le questionnement de Gérard qui dit qu'effectivement, entre le moment où c'est l'autre qui, qui manifeste son caractère, j'allais dire Bing Bang, c'est-à-dire cette question d'être traité de je sais pas quoi, de salopard, de PD, de ce que tu veux. Autrement dit, cette espèce de d'effraction qui vient percuter le sujet et le rabat sur le pôle de l'effondrement, sur le pôle voilà. Et je pense que cette patiente qui en était là et qui en vient à ce qu'elle dit, j'ai l'impression, effectivement, je questionnerais bien effectivement ta fonction à toi en tant qu'analyste dans ton aptitude d'avoir éventuellement fait ce travail de jointure des deux pôles. Et ça, c'est pour prolonger votre échange. Et je trouve que le travail
de Gérard est intéressant dans la mesure où, c'est vrai, tout à l'heure, tu disais que c'était la même chose que ce qu'enseignait Lacan et que la différence était la question de passer à des surfaces, alors qu'il me semble que dans ce qu'amène Gérard là, il y a quand même un travail de jointure de différents vides. Un vide qui a cette tendance à l'explosivité, au Big Bang, si tu veux, à cette tendance à ne pas, comme dit Winnicott, à ne pas survivre, cette tendance à appliquer, il dit même des représailles, c'est-à-dire à ne pas marcher en quelque sorte dans une articulation à l'autre pôle où, à mon avis, originairement le sujet se situe. Ce pôle de l'effondrement, il peut devenir effondrement comme il peut, au contraire, dans son articulation par l'intermédiaire précisément de ce tiers qui fait qui articule les deux pôles en une structure meubienne. Enfin voilà, je trouve intéressant de continuer à penser en termes non seulement de dimensions qui dépassent les dimensions de surface, même si bien entendu on est bien obligé de schématiser en surface, mais de pénétrer plus avant dans des dynamiques, dans des dynamiques de vide, donc dans des dynamiques pluridimensionnelles qui peuvent aussi bien être écrasantes et rabattre le sujet, mettons, à quelque chose de totalement aplati, ou au contraire, comment dire, amener à la question de la psychose par l'intensité suprématique de la dynamique de Big Bang, si je peux dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas, ou si c'est confus tout ce que je raconte. Mais moi, voilà, ce soir, j'avais envie d'entendre un peu. Bon, voilà, peut-être que ça ne vous parle pas, je ne sais pas. Je veux revenir à ton exemple. Parle plus fort parce que je crois que... Pour revenir à ton exemple, le fait qu'à un moment, elle puisse te dire qu'elle a l'impression qu'on l'a maltraitée, ouais. L'impression et non plus que c'est la vérité, ouais. Suppose en amont que tu aies accueilli sa parole quand elle disait que c'était la vérité, qu'elle était maltraitée. Tu vois, ouais. Si tu es un psychiatre qui dit « ouais, bon, vous délirez, on va vous donner tel traitement », sa parole n'est pas accueillie. Tu vois. Ça suppose quand même qu'il y ait un accueil par un autre pour qu'elle puisse remodéliser ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'il y a un point qui me paraît fondamental, c'est la quantité de l'angoisse. C'est-à-dire que simplement, bon, bien sûr, mon rôle, il est pas pour rien, mais simplement de lui donner la capacité de dire des choses, progressivement, ça diminue l'angoisse. Et quand l'angoisse diminue, la possibilité de dire des choses. Et quand l'angoisse diminue, la conséquence, c'est que c'est plus facile de passer de ça à ça. C'est-à-dire, c'est que du coup, bon ben, l'impression, elle est là. Tu vois, ça va bien d'ailleurs qu'elle emploie ce terme-là d'impression. C'est quelque chose qui s'imprime. Hein. Il y a une certaine impression qui indique bien la rencontre entre son expérience et comment ça s'inscrit dans le corps ou dans son imaginaire. Elle a de l'imaginaire, là. Là, il y a un défaut d'imaginaire. Un défaut d'imaginaire est réel. Du coup, ça permet, en plus c'est vrai qu'elle me le dit à moi, et ça permet de faire un parcours par le réel. Moi, c'est ça que j'aime bien dans cette approche, j'ai envie de dire, de cette approche de refente, en fait. C'est qu'on regarde de près, ce qui se passe là, quoi. Comment le sujet est refendu. Et qui n'est pas que comme ça.
bon, ça serait amusant d'essayer de retrouver à quel endroit, j'étais tombé dessus par hasard, à quel endroit Lacan parle effectivement de peut-être une structure double au niveau de l'objet de Tita, je ne sais plus où. Bon, on va s'arrêter là. Bah alors on va s'arrêter là, vous avez d'autres remarques Toi, tu es... Tu as des remarques à faire? Je vous remercie tous les deux beaucoup. Tu n'as pas de remarques? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'interroge, effectivement, le schéma qui est là, avec cet espace entre symbolique et imaginaire qui est composé de réel. Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. C'est pas collé. C'est pas collé. C'est collé que si tu le regardes de loin. C'est ça qui est... Et je trouve que ça donne corps, et c'est le cas de le dire, plus facilement à un certain nombre d'éléments cliniques, de traversée du fantasme, comme elle dit, d'avoir l'impression de... qu'est-ce qui s'est imprimé et tout ce parcours compliqué qui se fait par le réel, parce que c'est la réactualisation d'une expérience traumatisante ancienne. Marguerite Duras a raconté ça quand elle a eu un épisode de délire où elle bon voyait des petits chiens, je ne sais pas si tu te souviens dans quel texte c'est ça, à côté du radiateur là chez elle. Et en fait ce qui l'a ébranlé dans cette certitude qu'il y avait bien des petits chiens collés au radiateur là, c'est qu'elle a posé la question à une de ses amies, peut-être Michel Manceau, je ne sais plus, en lui disant « Est-ce que tu les vois, toi ?» Oui. Et donc elle lui a répondu « Sur ce que j'ai de plus cher, moi je ne les vois pas. » Oui. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est produit chez elle, d'un changement justement entre ces deux positions-là. Ah oui, donc là ça se fait par l'intermédiaire justement, je pensais à ça par rapport à cette remarque qu'effectivement en tant qu'analyste tu l'écoutes parler. S'adresse à quelqu'un. Là c'était quelqu'un d'assez proche mais qui lui a dit de cette façon, sur ce que j'ai de plus cher, je ne les vois pas. Ah oui, voilà. C'est une belle formule. Curieuse, je trouve. Penser sur ce que j'ai de plus cher. Je regardais un film sur l'histoire, semble-t-il réelle, d'un mathématicien qui s'appelle John Nash, qui était un économiste qui a eu le prix Nobel, et qui voyait des gens en délire, et puis il refusait de reconnaître que c'était du délire jusqu'à un jour où... Parce que il y a 2-3 personnages qu'il voit, et notamment une petite fille. Et il dit « Ah oui, mais elle ne vieillit pas. » Donc c'est un délire. Extraordinaire. Là, c'est l'éruption du réel. Tu vois ? Il l'a vu longtemps quand même. Il y a le réel. Oui, je crois qu'il a été imprégné de cela toute sa vie. Hein. Le réel de ne pas vieillir. Donc s'il ne vieillit pas, c'est que c'est pas du réel, quoi. C'est extraordinaire. Ok. Prochaine fois, quantique quoi? Alors la prochaine fois, ce sera forcément bien sûr en janvier. Il y a 2-3 choses en cours. Notamment, je ne sais pas si ça sera faisable en janvier ou en février. Il y aura une lecture d'un grand mnémoniste, vous savez, russe, dont j'avais parlé à un moment, quelqu'un qui n'a pas de refoulement et qui connaît toute sa vie, jusqu'à Z, qui peut la raconter. Voilà. On verra ça, puis il y a d'autres choses aussi. Voilà, merci à vous. J'y vais, merci. Merci à vous tous. Merci à vous aussi. Et bonne fête à vous. Merci. À bientôt. Merci Jacques. Merci Jacques. Gérard. Gérard, merci Gérard. Merci à vous tous. Bonne fête, bonne année. Merci, absolument. Allez, à bientôt. À bientôt.